Bonjour à tous, c'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Comme mon accent le trahit, je viens de la rive sud de la Loire, un petit peu plus au sud encore. Et je suis œnologue, patron du laboratoire du Bernay, qui est un vieux laboratoire dont on a fêté les 50 ans, qui est aujourd'hui le premier laboratoire indépendant en Europe. Et nous travaillons sur évidemment beaucoup de sujets, et notamment de plus en plus également sur les sujets de la relation qu'il y a entre les vins et les sols, et toutes ces questions d'agroécologie qui sont un sujet important, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je suis aujourd'hui parmi vous en ma qualité d'expert dans la délégation française de l'OIV. Je suis un des rares experts issus du monde de l'œnologie indépendante. Et j'ai également un certain nombre de cordes à mon arc. Je rentre tout de suite dans le sujet qui nous intéresse ce matin sur les questions réglementaires. Tout d'abord, mettons en place les acteurs de cette réglementation au niveau international et au niveau européen. Vous savez que tout ce qui touche à l'alimentaire au niveau international est réglementé par une institution qui s'appelle le Codex Alimentarius, qui gère l'ensemble de l'agroalimentaire. Par contre, pour la filière vitivinicole, depuis 100 ans, on fête les 100 ans cette année, a été créée en 1924 donc l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui est une organisation intergouvernementale, et qui fait que notre filière est régentée de façon autonome, j'allais dire, par rapport au reste de l'agroalimentaire. Et cela pose en plus un certain nombre de difficultés, puisque le Codex Alimentarius peut avoir des velléités sur des produits qui sortent du vin. Et pendant longtemps, sur justement ces questions des vins désalcoolisés ou des produits nolos, d'une façon générale, issus de la filière, il y a eu un grand débat. Est-ce que c'était au Codex Alimentarius de gérer cela, ou est-ce que c'était à l'OIV ? Cette question a été traitée et tranchée par à l'époque, le directeur de l'OIV, qui a confirmé que dans les statuts de l'OIV, l'ensemble des produits vitivinicoles relevaient de la compétence de l'OIV. Donc ça, c'est un premier point. L'autre acteur dans tout cela, et ce qui nous concerne, c'est l'Europe, puisque l'Europe c'est l'Europe qui établit nos règles, l'OIV étant une institution intergouvernementale qui établit des règles que ensuite les États sont libres ou pas d'appliquer en tout ou partie. Un événement relativement important a eu lieu il y a quelques mois, lors de la dernière session du Codex Alimentarius. Le Codex Alimentarius a enfin reconnu finalement l'OIV comme étant prépondérant dans le secteur vitivinicole. Ça, c'est un point important, parce qu'il faut savoir que derrière, il y a des batailles de titans. Et notamment, les États-Unis ont quitté l'OIV en 2000 ou 2001 pour des raisons de mauvaise diplomatie. Et la France en est un petit peu responsable à l'époque. Et les États-Unis pèsent du côté Codex Alimentarius. Donc là, c'est une bataille assez importante gagnée par l'OIV, de façon à ce que le Codex s'aligne sur les résolutions de l'OIV. Concernant l'Europe, on a un peu la même idée, c'est-à-dire que l'Europe a écrit dans l'OCM 20, notamment dans cet article 80 que je vous laisse découvrir, cette idée que l'Europe s'aligne sur les résolutions de l'OIV, mais comme vous le voyez, l'Europe se laisse quand même la possibilité d'établir des règles en dehors de celles de l'OIV. Et concernant les nolos, c'est tout à fait le cas, ce qui ajoute à la confusion qui a été décrite précédemment. Rapidement, donc, l'OIV est une institution intergouvernementale, c'est-à-dire que ce sont les États qui sont membres de l'OIV, et les États dépêchent des experts pour discuter dans des commissions, viticulture, œnologie, etc. Et donc, il y a une commission œnologie qui discute de ces questions-là, et c'est notamment la question techno pour établir les pratiques qui sont celles applicables pour ces produits-là. Alors, l'OIV définit les produits dans le Code international des pratiques œnologiques, et c'est là où on va trouver notre premier problème.
Premier problème, c'est qu'on a la définition du vin, qui est la définition internationale, qui est fermentée, qui est une boisson fermentée, donc produisant de l'alcool, et n'est vin qu'au-dessus de 8,5% d'alcool. Donc déjà, dire qu'un vin peut contenir moins de 8,5%, ça pose un premier problème juridique, qui est que ce n'était pas prévu. Si on est en dessous de 8,5%, le mot vin lui-même ne devrait pas être applicable. Et finalement, la réalité du marché a dépassé très rapidement les bases institutionnelles anciennes, 100 ans d'histoire de l'OIV, qui étaient que le vin, ça contient au moins 8,5% d'alcool, point final. Et on se retrouve effectivement avec cette grande vague des nolos qui vient challenger fortement des choses établies depuis longtemps et sur lesquelles on ne pensait pas devoir y revenir. Ces nouveaux produits viennent en effet, en plus, à l'interface de deux mondes, du monde des produits et du vin qui est normalement une boisson alcoolisée et des produits sans alcool qui, eux, relèvent historiquement du Codex Alimentarius. Donc l'OIV doit faire, dans un premier temps, une forme de petite révolution interne pour traiter de ces sujets dans un contexte où c'est un vin, on ne sait pas, parce qu'il n'y a plus d'alcool. Et surtout, ça pose aussi des enjeux techniques nouveaux, puisque l'essentiel de la réglementation et des pratiques prévues à l'OIV pour les vins sont appliqués avec une culture d'une boisson alcoolisée. Une culture à la fois juridique et une culture technique. C'est-à-dire que les problématiques qui se posent sur une boisson alcoolisée ne sont pas du tout les mêmes que sur des boissons sans alcool. Je dirais même le contraire, sur des boissons sans alcool, il y a des problématiques nouvelles. Et d'ailleurs, moi, en tant que technicien et au laboratoire, je rencontre des sujets nouveaux régulièrement. Et je pense que Nicolas nous en parlera un petit peu tout à l'heure. D'un point de vue réglementaire aussi, il faut essayer de trier un peu quels sont tous ces produits, et ça a été parfaitement exprimé tout à l'heure. En fait, on a, dans un premier filtre, trois grands types de produits. Tout d'abord, ce qu'on va appeler les vins désalcoolisés partiellement ou totalement, qui relèvent aujourd'hui d'une réglementation européenne qui a été mise à jour, vous le voyez, en 2019. Le second, ce sont donc sur ces parties-là, on a uniquement droit aux pratiques œnologiques classiques, avec les limitations que l'on verra. Le second, ce sont les boissons aromatisées à base de vin désalcoolisé. Donc là, on parle de l'agroalimentaire d'une façon générale, c'est-à-dire on va mettre des arômes, on va mettre des produits ou des pratiques qui ne sont pas prévues dans les pratiques œnologiques classiques. Et vous voyez qu'en termes de packaging, impossible de faire la différence. Et on a également, il ne faut pas les oublier, des boissons dites non fermentées, donc des assemblages de mou avec des infusions, de l'eau, du gaz, qui font également un troisième type de produit. Derrière tout cela, évidemment, se posent des problématiques technico-juridiques qu'on va résumer rapidement sur cette petite liste: dénomination, aromatisation. La compensation, c'est-à-dire que quand on enlève de l'alcool, on enlève aussi de l'eau par la distillation, et il faut rééquilibrer l'extrait sec du produit par de l'eau. Et on appelle ça la compensation. L'édulcoration, on enlève de l'alcool, il va falloir redonner un petit peu plus de rondeur et d'aimabilité au produit qui devient un petit peu austère à ce moment-là. La stabilisation et la question des assemblages. Tout d'abord, sur la dénomination, ça a été parfaitement dit tout à l'heure, c'est le grand fouillis aujourd'hui. Et même s'il y a eu des grandes avancées sur ce sujet, on reste encore avec une information qui n'est pas satisfaisante au niveau du consommateur, avec le risque, effectivement, de déstabiliser le marché. Si nous continuons sur une offre aussi illisible, on ne pourra pas faire progresser ces produits sur le marché. C'est la raison pour laquelle l'Europe, en 2021, a pris les devants, parce que l'OIV n'avançait pas sur ses travaux, et je vous montrerai.
en établissant deux règles fondamentales. La première, on va, oui, pouvoir dire vin désalcoolisé, même si ça fait moins de 8,5%. Alors que jusqu'à présent, on pouvait dire que boisson obtenue à partir de vin désalcoolisé, par désalcoolisation du vin même, c'était plus sioux. Donc, on peut dire ça, parce que certains pays le disaient, d'autres pays ne le disaient pas, comme par exemple la France, on ne pouvait pas utiliser cette notion de vin désalcoolisé. Deuxième grande idée, ça revient à la question qui a été posée tout à l'heure, le contexte européen ouvre la possibilité aux IG, donc aux AOP, aux IGP, de pouvoir désalcooliser les produits. Donc maintenant, la balle est dans le camp des cahiers des charges, des différentes appellations et des différentes IG qui souhaitent ou pas le faire. Et donc, ça se joue maintenant au niveau des producteurs. Alors, pour revenir sur l'OIV qui essaie de rattraper et de rattacher ses wagons à cela, déjà voir comment se structure dans le code œnologique de l'OIV les différents éléments. Donc vous avez des chapitres, différents chapitres dans le code œnologique, et on va retrouver effectivement les deux chapitres qui correspondent au NO et au LO, qui sont le 6.9 et le 6.10. Remarquez qu'il existe des boissons à base de produits vitivinicoles dans lesquelles on va pouvoir mettre des arômes, on va pouvoir faire beaucoup de choses, ou des boissons à base de vin, le 6.6 et le 6.7, mais qui, eux, ne peuvent pas descendre en dessous de 3.5 ou 1.2. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des produits partiellement désalcoolisés, on pourrait imaginer, avec cela. Donc, si vous mettez des arômes, si vous mettez des choses qui ne sont pas prévues par les pratiques œnologiques classiques, vous allez être dans le 6.6 ou le 6.7, mais théoriquement, au niveau OIV, on ne pourrait pas être jusqu'à 0. C'est donc un des enjeux, aujourd'hui de l'OIV. Soit on rentre des pratiques œnologiques ouvertes à l'aromatisation, etc., sur le point 6.9, soit si on garde le point 6.9 figé pour les pratiques œnologiques classiques, il faut étendre les autres catégories jusqu'à 0. Ça, c'est le point essentiel de la discussion qu'il y a aujourd'hui. Donc, je passe rapidement les éléments. Alors, et cette discussion aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à aboutir. Il y a un projet de résolution sur lequel nous travaillons. Vous voyez, Œnotechno 14540. 14, ça veut dire que ça a été proposé en 2014. Voilà, on va fêter les 10 ans de ce projet. Ça commence à faire extrêmement long. Normalement, un projet de résolution, en 4 ou 5 ans, on arrive à aboutir. Là, depuis 2014, on n'aboutit pas. Première orientation, c'était de dire, pour ces produits-là, puisque c'est des vins désalcoolisés, on va garder les pratiques œnologiques du vin. C'est un peu ce que j'appelle, moi, le baiser de la mort donné par la Commission européenne. On vous autorise à utiliser le terme vin pour ces produits, mais à travers cela, puisque vous utilisez le mot vin, vous n'allez pas utiliser des pratiques en dehors. Or, puisqu'on enlève l'alcool, on crée des nouvelles problématiques de stabilisation, de puissance aromatique, etc., comme nous en avons parlé. Et tout le débat se situe là. Alors, comme on a du mal à débattre en commission, à l'OIV, dans ce cas-là, on met en place un groupe de travail. Donc, c'est un groupe de travail dans lequel je participe, qui est évidemment un groupe de travail international. Entre-temps, l'Europe, et on l'a dit tout à l'heure, a établi ce règlement 2019-934, voyant que l'OIV n'avançait pas et qu'il fallait effectivement avancer. Et dans ce règlement, vin désalcoolisé, oui, à condition de ne pas utiliser autre chose que les pratiques œnologiques déjà prévues. Et les limites de dose sont la somme des pratiques avant et après désalcoolisation, ce qui, en termes de traçabilité, est pratiquement ingérable. Alors, comme je vous l'ai dit, soit on fait évoluer dans ces catégories les pratiques pour permettre de répondre aux enjeux techniques liés à cette catégorie, on n'y est pas arrivé. Autre possibilité, c'est d'élargir, comme je vous l'ai dit, on n'y est pas arrivé.
Donc on se retrouve aujourd'hui à discuter finalement quelque chose qui est un peu entre les deux, avec ce projet de résolution qui est en l'état que je vais vous décrire maintenant sur ces différents points. Le premier point de ce projet, qui est tel qu'il est dans la dernière version des discussions actuellement et qui sera à nouveau discuté au mois de mars prochain. Premier point, d'abord, dire qu'on va appliquer les mêmes règles sur les vins totalement ou partiellement désalcoolisés. Ça paraît évident comme ça dans le concept, mais encore fallait-il le décrire. Deuxième point, l'édulcoration. À ce stade de la discussion, il serait envisagé de proposer, au-delà des pratiques œnologiques classiques, d'introduire la possibilité d'utiliser des moûts de raisin. Vous savez qu'on ne peut utiliser que des moûts concentrés pour l'édulcoration aujourd'hui, ou concentrés rectifiés. Et donc, les moûts de raisin seraient une première entorse, finalement, aux pratiques œnologiques classiques sur ces produits-là, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que beaucoup d'industriels faisaient des assemblages avec des moûts, avec des résultats plutôt assez satisfaisants. Ont été aussi introduits ces nouveaux produits qui sont des moûts concentrés rectifiés solides. Bon, c'est du sucre de raisin cristallisé que l'on retrouve. Deuxième question, c'est la question de l'assemblage. Alors, aujourd'hui, on a des règles qui sont assez absurdes, où il est interdit d'assembler, comme vous voyez, un vin désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé avec un vin pour en faire un vin partiellement désalcoolisé. Par contre, il est autorisé d'assembler un vin désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé avec un vin pour en faire un vin réduit en alcool. Bon, l'idée, c'est un petit peu d'assouplir tout cela et de proposer la pratique de l'assemblage sur ces produits. Pourquoi on aurait le droit d'assembler des vins, ce que nous faisons, et la pratique de l'assemblage fait quand même honneur à notre savoir-faire ancestral dans notre filière. Il était important que cette pratique d'assemblage puisse être applicable sur le reste. Donc voici aujourd'hui l'état des propositions. Alors une proposition, et j'ai mis en gros le drapeau de nos amis d'Afrique du Sud, parce qu'ils sont arrivés, pour vous dire l'anecdote, on était quasiment prêts l'année dernière à adopter cette résolution. Et l'Afrique du Sud a dit non, on veut tout bloquer si vous ne nous donnez pas le glycérol. Alors, rajouter du glycérol, vous savez, l'idée c'est quand même de coller le plus possible aux pratiques œnologiques classiques. Donc, rajouter le glycérol, pour nous, Européens, là, ça devient un petit peu compliqué. Donc on se retrouve face à un débat extrêmement politique, diplomatique. Soit on renverse la table, soit vous nous mettez le glycérol. C'est qu'une prise un peu d'otage du système. Et finalement, aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir comment cela va aboutir, mais il semblerait que les pays européens soient prêts à tergiverser sur cette question-là et au fond à accepter ce glycérol pour faire passer cette résolution, parce que sinon on bloquera tout. À titre personnel, je suis très tiède sur cette question du glycérol qui touche un tabou important dans notre culture du vin. L'autre point, c'est celui de l'aromatisation. Vous savez que si vous éliminez de l'alcool dans un vin, l'alcool est un exhausteur d'arômes et l'aromatisation, pour la même quantité d'arômes, la sensation sera moins forte. C'est un des enjeux technologiques, et Nicolas en parlera sur ces produits désalcoolisés. Donc, est-ce qu'on va accepter de rajouter des arômes exogènes ou pas? Et aujourd'hui, l'orientation serait de dire non. Par contre, de pouvoir récupérer la fraction des arômes sur les colonnes de distillation. Et ça paraît tout à fait cohérent. Néanmoins, c'est important de bien noter que cette fraction d'arômes que l'on récupère sur le haut des colonnes de distillation est en phase alcoolique. C'est-à-dire qu'en remettant les arômes originels du produit, on rajoute de l'alcool, ce qui empêche techniquement d'arriver à des niveaux les plus bas possibles en alcool, c'est-à-dire ces fameux 0,0. On y revient dans un tout petit instant sur cette question de 0,0.
Donc, ça pose quand même des difficultés. Là derrière, on met une petite brèche dans une idée qui pourra peut-être faire florès dans l'avenir, qui est qu'il peut y avoir des vins aussi que l'on déstructure pour récupérer les différents ingrédients, pour ensuite éventuellement aller les apporter ailleurs. Là aussi, il y a une réflexion technologique à avoir, mais qui est un petit peu en dehors de notre culture ancestrale. Le dernier point, enfin, un des derniers points, c'est la compensation. Là, si vous voulez, historiquement, on rajoute de l'eau et souvent on prend de l'eau qui vient du robinet, à condition qu'elle ait une qualité alimentaire évidente. Mais la discussion se sont arrêtées sur l'idée de réincorporer l'eau indigène que l'on récupère dans les process de désalcoolisation. Alors, d'abord, ce n'est possible qu'avec les process de désalcoolisation les plus récents, les plus performants. Et le problème, c'est que pour faire cela, on a une dépense énergétique supplémentaire. Je ne suis pas certain que ce soit très raisonnable à titre personnel comme proposition, mais il en va peut-être aussi des capacités de contrôle, puisque l'eau, on récupère que l'eau physiologique du raisin avec son équilibre isotopique qui permet le contrôle d'authenticité et d'absence de mouillage. Bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne suis pas tout à fait certain. Dernier point, c'est cette question de CO2. Vous savez que si vous rajoutez du CO2 à un niveau élevé dans un vin, ce n'est plus du vin, c'est du vin avec adjonction de gaz carbonique. Vous changez de catégorie. Alors que là, on a considéré que si on rajoutait du CO2 dans cette catégorie-là, on restait dans la même catégorie, donc ça devenait une pratique. Bon, c'est un petit détail, ce n'est pas très important. Pour terminer sur les 2 minutes qui restent, effectivement, cette question de répondre au zéro alcool. Et l'idée d'abord de dire, on veut aujourd'hui des produits sans, vous savez, sans sulfite, sans pesticides, donc sans alcool. Déjà, la notion de sans alcool constitue une allégation qui est juridiquement pas acceptable pour l'instant, et parce qu'on ne sait pas décrire ce qu'est le sans alcool. Et il y a besoin de décrire cela. Et aujourd'hui, on a finalement dans le marché 2 grands types de produits. Il y a les vins désalcoolisés classiques et puis ce qu'on appelle les 0,0. Et alors, on est allé chercher finalement des analyses de degrés alcooliques toujours plus basses. Et en dessous de 0,5, c'est des vins désalcoolisés classiques. Et en dessous de 0,1, on a appelé ça les 0,0. Et on ne sait pas jusqu'où on va aller. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'analyste, le zéro analytique n'existe pas. On ne peut pas dire zéro. Et finalement, quand on tend vers zéro, l'incertitude d'analyse tend vers l'infini. Et donc, pour cette simple raison, on ne peut pas analyser une absence dans un laboratoire. Un zéro ne devrait jamais être rendu comme un résultat d'analyse. Le zéro analytique n'existe pas. Et en plus, le zéro a souvent été défini par les performances des méthodes d'analyse. Mais dans les 50 années qui se sont passées entre ces 2 photos, il y a effectivement une amélioration d'un facteur de 10 000 de la résolution. Donc si on ne fait que suivre les pratiques et les performances des méthodes d'analyse, on va à la fin analyser des teneurs qui n'ont plus aucun sens. Je voudrais vous rappeler que nous, en vin désalcoolisé, notre zéro est à 0,5% d'alcool. Dans les soft drinks, c'est 1,2. C'est-à-dire que si vous buvez votre jus d'orange du matin ou votre boisson au cola préféré, vous aurez plus d'alcool que vous en avez aujourd'hui dans les vins désalcoolisés. Et je peux vous le dire puisque j'ai mesuré les teneurs en alcool de ces produits-là. Alors, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop sur des valeurs faibles, jusqu'où un résultat est significatif, et on établit une notion nouvelle qu'on va appeler un minimis, niveau en dessous de laquelle un résultat va être considéré comme non significatif. Vous en connaissez des minimis. Vin sans sulfite, 10 mg par litre de SO2 total, c'est un minimis. Pour la question des allergènes, on a aussi. Et puis, vous aurez de plus en plus ces sujets-là pour tout ce qui va relever de l'étiquetage. Maintenant qu'il va falloir étiqueter les ingrédients, il va falloir quand même être d'accord sur les valeurs
qui font qu'on contrôle ou pas. Donc cette notion de minimis j'ai été l'acteur de son introduction à l'OIV et j'ai eu l'honneur de porter le rapport, d'être rapporteur de ce sujet auprès de la commission scientifique et technique de l'OIV. Donc un rapport a été établi et maintenant on va établir ces questions de minimis. L'objectif pour la France, et ça c'est une information qui m'a été donnée récemment par la DGCCRF à titre privé, c'est que l'idée c'est d'établir éventuellement une notion de minimis à 0,5% pour l'ensemble de ces produits NO dans nos produits, et pour arrêter à cette course au 0, 0 et 0 qui n'a pas beaucoup de sens au plan technique. Un dernier point sur la question bio qui peut se poser aussi. À ce jour, il n'est pas possible de faire des produits désalcoolisés bio en Europe. Et quand je vous dis ça, peut-être certains d'entre vous tombent de leur chaise en disant « mais pourtant j'en ai vu ». Et effectivement, il y a quelques opérateurs qui, malgré les informations qui leur ont été apportées, tentent le coup. Pour l'instant, ça passe un peu en force, mais à ce stade, ce n'est pas autorisé. Il y a eu des rappels qui ont été faits. Néanmoins, on attend un déblocage d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc, restez vigilants sur ce point. Il s'agit effectivement d'autoriser la désalcoolisation dans les éléments. Dernière information que je voudrais vous donner, on parlait de la DGCCRF à l'instant. Il y a quelques jours, c'était fin octobre, la DGCCRF a établi une page web que vous avez là sous les yeux, qui est extrêmement bien faite, avec un certain nombre de questions sur la désalcoolisation des vins, quelles règles relatives à l'éducation. Donc vous pouvez retrouver un certain nombre de choses que je vous ai dites aujourd'hui avec un angle complémentaire. Mais encore une fois, les choses sont en cours d'évolution, et surveiller de très très près ce qui va se faire à l'OIV, parce qu'à partir du moment où l'OIV va pouvoir établir cette résolution, ça va débloquer en cascade tout le reste des systèmes. Et il est grand temps que cela se fasse. Ça fait 10 ans qu'on y travaille, c'est beaucoup trop long, et il faut aujourd'hui aboutir. Je vous remercie pour votre attention.